Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme tous les vendredis, nous tentons de vous faire vivre l'actualité en nous invitant au cœur de l'actualité justement. Aujourd'hui, nous sommes derrière la salle de cinéma Alpaggio. En ce moment, dans cette salle se déroule donc le deuxième colloque de l'association Fikira de Mayotte et d'ailleurs. Cette année, le thème choisi est l'adolescence à Mayotte, son histoire, son avenir. Avec moi pour en parler aujourd'hui, nous avons donc Saïd Ibrahim. Bonjour. Bien dans le micro, vous êtes donc pédopsychiatre, vous êtes intervenant durant ce colloque et vous êtes accompagné de Marie-Annie Grima. Bonjour. Vous êtes donc psychologue. On reviendra bien évidemment sur ce colloque de 2 jours, ce sera juste après les titres de la journée. Et à la une de l'actualité, de vives tensions du côté de Tsunzu entre les forces de l'ordre et les villageois. Des tensions qui sont survenues suite à la découverte d'un corps en bas du pont de Tsunzu. Les circonstances du décès sont floues. Les policiers devaient ramener le corps pour l'autopsie, mais les habitants ont refusé de céder. Un barrage a rapidement été mis en place. Coropa 1 envahi par les parents d'élèves. Les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce matin. Insécurité, vétusté des lieux sont pointés du doigt. Un inspecteur s'est rendu sur place. La réunion a eu lieu dans la foulée. Une séance plénière était programmée ce matin au Conseil général. Surprise, la salle est restée vide pendant près de 2 heures. Aucun élu ne s'est présenté en temps et en heure. Pourtant, il y avait bien 2 sujets d'importance à l'ordre du jour, les fonds européens ainsi que l'octroi de mer. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris en début d'après-midi, la tragique disparition de cet homme. Un homme qui tentait d'échapper aux forces de l'ordre et qui s'est jeté du pont de Tsunzu. Son corps a été retrouvé un peu plus tard, Camille Leca. C'est en début d'après-midi que l'alerte est donnée. L'homme avait disparu depuis hier. Son corps flotte aujourd'hui en bas du pont de Tsunzu. Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur place. Ils doivent faire face à la colère des habitants qui reconnaissent la victime. La douleur est là, mais la colère monte crescendo. Le frère de la victime indique qu'il était avec lui avant qu'ils ne se séparent, car poursuivi. Arrivé au niveau du collège dans les arbres, on voit la bague qui freine et met sa sirène. On s'est caché parce que ce sont les autorités. À ce moment, deux l'ont poursuivi, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On a cru qu'il était devant. On ne l'a pas suivi et aujourd'hui, après la prière, on nous a appelés pour nous dire qu'il y a un mort dans la rivière. En regardant le t-shirt, j'ai trouvé que c'était mon frère. Rapidement, les forces de l'ordre ont dû appeler du renfort. Les habitants commencent en effet à se rassembler massivement autour du corps. Finalement, ils ont réussi à emporter la dépouille avec eux, cachée dans le village. Les hommes se disaient prêts à emmener le corps à la préfecture pour que le préfet, disent-ils, voie l'état du défunt qui présentait plusieurs blessures. Ça nous reste malheur de voir notre propre race être chassée comme des animaux. On n'est pas les animaux sauvages. On a concilié à la Deuxième Guerre mondiale les Français d'être libres. Ils doivent nous concilier, nous, avec les Maoris. De ne jamais donner les armes aux Maoris, de nous chasser, nous, les Comoriens. On en est marre. Dans l'après-midi, la tension se sera calmée. Le corps de la victime a pu être récupéré par les autorités compétentes. Il doit être autopsié afin de déterminer les causes exactes du décès. Ce matin, les parents d'élèves de l'école primaire de Kongu 1 ont été invités à venir récupérer leurs enfants parce que, tout simplement, les enseignants avaient décidé d'exercer leur droit de retrait. Ils indiquent ne plus se sentir en sécurité, des impressions qui sont confirmées par les parents d'élèves eux-mêmes. Les images sont signées Abbas Salidi.
Tout a commencé il y a 2 semaines lorsque l'assistante du directeur de l'établissement se fait voler son sac et son ordinateur à l'intérieur de l'école. Les personnes qui ont commis le forfait auraient moins de 15 ans. Certains disent même avoir reconnu des jeunes de CM2. Hier, la situation se reproduit toujours à l'intérieur de l'établissement. Cette fois-ci, les enfants menacent avec des chombeaux et des couteaux. Trop, c'est trop pour les enseignants qui décident d'exercer leur droit de retrait. Bon, tambouileux le kolvani le wasubuhi tivelea mwanangu likoli de kahoma sumona mwanangu anjilia da gonimba nisiro alikoli. Na emoja likoli tijati para renyo ilihuni ya mababa, mamesie ambavyo anateka kwamba anatama bando asija likoli waija ivuta mawe na masembea waija hiba zitu likoli. Les parents ont été invités à participer à cette réunion mise en place dans l'une des salles de classe. Il est question d'insécurité, aucun policier municipal dans les environs. Mais les parents, eux, comprennent les difficultés que rencontrent les instituteurs et vont encore plus loin, pointant du doigt le délabrement de l'école. Franchement, à l'école, on va pas pénaliser nos enfants de ne pas étudier. Moi, je me rappelle, j'étais ici pendant mon petit jeune âge. Enfin, j'ai fait CP ici, j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, cette école-là est toujours là. Ça n'a pas été changé, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. Donc l'école ne sera pas fermée. Mais si on doit réagir, on ira plutôt fermer la mairie. Les doléances ont été remontées au vice-rectorat. Pour le moment, l'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous sont dans l'attente de solutions concrètes. Dans l'actualité également, cette nouvelle séance plénière qui devait se tenir ce matin à l'hémicycle Younous Abamana à 10h. Problème, 2 heures plus tard, aucun élu n'était encore sur place. Pourtant, les dossiers qui devaient être traités étaient d'importance. Il était notamment question d'octroi de mer, comme nous l'explique Camille Leca. Des sièges vides, des micros éteints et des élus absents. Voilà à quoi ressemblait l'hémicycle Younous Abamana ce matin. Pourtant, une séance plénière extraordinaire était programmée à 10h, avec à l'ordre du jour des délibérations autour de la modification des taux d'octroi de mer. Et plus particulièrement ceux portant sur la production locale, les matériels numériques et les énergies renouvelables. Il était aussi question pour les élus de se prononcer sur un autre dossier important, celui du programme opérationnel européen. Avec d'un côté le fonds structurel FEDER, initialement fixé à 44 millions d'euros, un montant aujourd'hui rabaissé à 2,8 millions d'euros par Paris et Bruxelles. De l'autre côté, le fonds dédié aux activités de pêche, le FEAMP, dont la maquette dotée de 3,2 millions d'euros devait être discutée ce matin. Mais ce soir, impossible de savoir pourquoi la séance ne s'est pas tenue à l'heure prévue et si ces dossiers ont bien été examinés. La presse a décidé de quitter les lieux sur les coups de 11h. Les élus, contactés par téléphone cet après-midi, n'ont pas apporté d'explications précises. Seule hypothèse invoquée, la séance aurait pris du retard à cause du forum Petite Enfance qui se tenait à Pamandzi au même moment, en présence de certains élus. Et puis pendant ce temps-là, certains préparent avec beaucoup d'attention Mayotte 2025. C'est le cas de la commune de Pamandzi. Depuis quelques semaines, une page Facebook a été créée. Des équipes sont sur le terrain. Le but, faire participer toute la population à cette enquête intitulée « Rêver Pamandzi ». Écoutez plutôt la représentante de la mairie. Elle était ce matin l'invitée de la matinale. La population de Pamandzi, et donc de la Petite Terre, souhaite quoi pour Mayotte 2025 ? Qu'est-ce qui ressort de cette étude, de ce débat ? Oula, en gros, on leur a demandé effectivement de rêver et Dieu seul sait que c'est positif parce qu'ils n'ont pas arrêté de rêver avec tous les problèmes actuels que Mayotte subit. Donc je pense que la première chose, c'est la réussite éducative. L'éducation, hein. L'éducation, ouais. Franchement, ça les c'est ce qui sort en premier de votre... En premier, c'est l'éducation, la réussite éducative, la délinquance, parce qu'on est en train de... La sécurité, on est en train de perdre nos jeunes, et l'aménagement, parce qu'on est confronté malgré tout aux problèmes fonciers, aux problèmes d'assainissement.
On est en pleine saison pluviale, si vous voyez sur les routes. Ce qui fait que c'est les grands sujets qui ont été vraiment intéressants et a pu mobiliser autant de monde pour construire par Mayotte et Petite Terre dans Mayotte 2025. Et puis, sachez par ailleurs que ce document sera remis demain au préfet de Mayotte, Seymour Morsi. Quelques semaines après sa visite sur le territoire, Christiane Taubira revient sur ce déplacement. C'est à travers un communiqué qu'elle réitère ses engagements pour le territoire. Elle a par ailleurs fait des annonces très attendues, notamment pour le monde de l'entreprise, Camille Leca. La garde des Sceaux s'y était engagée le 13 octobre dernier et elle confirme aujourd'hui. Après près d'un an d'attente, les locaux du registre de commerce et des sociétés de Kaweni ont enfin une date d'ouverture au public. Ce sera le 8 décembre prochain. Une très bonne nouvelle selon le député Ibrahim Aboubakar. C'est vrai que depuis plusieurs années, l'institution judiciaire fonctionne avec de grandes difficultés. Et s'agissant du registre de commerce, c'était une catastrophe. Donc là, c'est toute une série de mesures d'urgence pour relancer, je dirais, la machine, permettre un fonctionnement normal de la situation. Dans un communiqué adressé à la presse cet après-midi, Christiane Taubira affirme que du côté personnel, une greffière en chef, 2 nouveaux greffiers ainsi que 3 agents vacataires sont en poste depuis fin octobre. Mais ce n'est pas tout, la ministre de la Justice est aussi revenue sur d'autres engagements et notamment sur les problèmes d'attractivité du territoire et de l'intégration des personnels à la fonction publique. Mais pour le député, ces questions mériteraient un traitement au sens large. Problématique d'intégration des agents de la fonction publique, pour ceux qui sont recrutés localement, et la problématique de l'attractivité pour ceux qui, venant du reste des territoires, doivent prendre des postes ici, se pose dans l'administration de la justice, pénitentiaire compris, avec peut-être un peu plus d'acuité, mais se pose également dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres secteurs administratifs. Afin de mieux accompagner les agents locaux du ministère de la Justice dans leur démarche, une nouvelle visite de la direction des services judiciaires est déjà prévue début 2015. Souvenez-vous, nous en parlions il y a quelques mois de cette opération lancée par l'association Uwamoja Wamomojou. Il s'agissait de permettre à des jeunes de passer leur permis afin de pouvoir espérer obtenir un emploi. Eh bien, aujourd'hui, les premiers résultats sont là, comme nous le montre Shakila Issouf qui a suivi l'un de ces jeunes. La fierté d'être en mesure de prendre en charge sa femme et ses enfants se lit sur le visage de ce jeune restaurateur. Lui, c'est Ibrahim Omar, 28 ans. Il a bénéficié du programme Un permis pour un emploi de l'association Uwamoja Wamomojou en collaboration avec l'auto-école Subra. Cela lui a ouvert une porte dans la vie professionnelle en lui offrant plusieurs perspectives. Le premier jour que j'ai mon permis, c'était le 6 août. Donc j'ai eu le permis, je suis parti parler avec quelqu'un qui c'est bon, j'ai eu mon permis, donc j'ai travaillé avec lui. Donc après j'ai eu quelques sous, donc il y a quelqu'un qui est venu me proposer qui vend son snack, ça fait un bon moment qu'il a fermé, je dis pourquoi pas. J'ai parlé avec ma femme, je dis bon, on vit comme avant, je prends le snack, après comme ça on peut vivre comme les autres en fait. Donc j'ai pris le snack, maintenant c'est bon. Aujourd'hui, il gère un snack bar près du lycée Bamana et espère avoir suffisamment de clientèle qui lui permettront d'embaucher un jeune qui, comme lui, ambitionne de prendre sa vie en main. Une opportunité qu'offre l'association Uwamoja de Momojou qui, au-delà de ses missions, a créé des liens avec ses adhérents qui deviennent les ambassadeurs pour d'autres jeunes qui cherchent leur chemin. Il y a Uwamoja Wamomojou qui m'ont aidé à avoir mon permis. Il y a aussi l'école Subra qui est associée avec Uwamoja Wamomojou. Ils ont travaillé ensemble, donc grâce à eux j'ai eu mon permis, maintenant je suis libre à travailler. Donc j'ai repris un petit snack, je travaille toute seule, donc je suis le gérant. Donc voilà, je suis bien maintenant, je sais que je peux faire tous les besoins de mes enfants et aussi à ma femme et mes proches.
C'est du moins ce que s'applique à faire Ibrahim, qui répond présent dès que l'association fait appel à lui, impliqué plus que jamais dans la société mahoraise. Originaire de la Grande Comore, le jeune restaurateur passionné par la cuisine voyage à travers les différents plats traditionnels des communautés qui résident à Mayotte, qui grâce à ses amis a appris leur cuisine et le propose dans son petit snack. Le meilleur reste à venir, c'est du moins ce qu'on lui souhaite. Direction maintenant Dzoumogné et ses environs. Au cœur de la forêt vit un homme, Atoumani Hamada. Cet homme travaille la terre, il possède des bêtes sur place. Problème, depuis quelques années, l'homme voit son bétail se réduire comme peau de chagrin et ses biens pillés tout simplement. Aujourd'hui, il dénonce la situation et indique que les autorités malheureusement ne se préoccupent pas assez de ces territoires isolés. Les images sont signées à Bassaliti. Tous les jours, c'est le même rituel. Atoumani fait le tour de son terrain, un terrain qu'il occupe au nom de son père. Il nourrit ses ébus, vérifie que les bananiers et autres sont bien en place. Une nécessité qui lui apporte bien des illusions, car depuis quelques années, l'homme a vu son champ se vider. Il n'est pas le seul à qui cela arrive. Dans le secteur de Bandrazia, entre le carrefour de Soulou et Dzoumogné, une centaine de bêtes auraient été volées en quelques années. Yaro jabi vangondo finzet fore wanga larndeu kiasi ya nyombe hibu mukabala vanu tu. Oh, itsimumia. Le Mtsangamougien ne sait plus à quel saint se vouer. Il vit de ses cultures et grâce à son bétail. Mais si ces vols continuent, il ne possédera bientôt plus rien. Ankitin jabenzwani fo misqualité mishitishiti kengalatu mishiti kitsimande antanana. Rumtobi kama ngalatu hali re watu fu. Simboka ro simjitso antanano. Raru ngalar ndonda la fundo rantosa. La fundo ndi avandro sambire uvia vireo kam. Des personnes en situation irrégulière qui viennent se cacher ici, délaissant les secteurs urbains et qui, pour survivre, récoltent ce qu'ils trouvent. Des actes souvent accomplis en fin de journée, heure à laquelle les agriculteurs délaissent leurs parcelles. Allez, il est l'heure tout de suite de faire un point sur l'actualité dans votre journal. C'est en bref. Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République après avoir été saisi par le trésorier de la Chambre de commerce et de l'industrie, Ibrahim Maskati Ali, qui dénonçait des dérives au sein de l'institution. Il évoquait des avantages en nature, des missions et des voyages dont aurait profité indûment le premier vice-président de la Chambre, Ansouar Abdou. D'autre part, indique le trésorier, je vous informe que des sociétés détenues par des élus de la CCIM, à l'exemple de la société Mayotte Air Service, doivent des sommes importantes à la CCIM et refusent de payer. De ce fait, j'ai demandé à notre conseil d'assigner cette société en justice pour payer les redevances commerciales qu'elle doit nous payer. Aujourd'hui, le procureur a donné suite aux dénonciations du trésorier. Une enquête préliminaire a été ouverte et elle est conduite par la police. Les enquêteurs se sont rendus hier midi dans les locaux de la CCI afin de procéder à une perquisition. Chaque année à Noël, l'État verse par le biais de la CAF un certain montant aux familles à faible revenu ainsi qu'aux diverses catégories d'allocataires sociaux. Une fois de plus, les Mahorais ne sont pas logés à la même enseigne que le reste de la France. Pour l'année 2014, le montant de la prime de Noël pour les bénéficiaires du RSA socle de droit commun est évalué à 152,45 € et 219,53 € pour les bénéficiaires de l'ASS via Pôle emploi. Pour le cas de Mayotte où la prime n'est accordée qu'aux allocataires du RSA, la prévision du montant de la prime de Noël pour 2014 se monte à 38 € pour une personne célibataire sans enfant, montant maximum 80 € pour un couple avec 2 ou 3 enfants et une majoration de 3,80 € par personne supplémentaire.
La compagnie aérienne Interrail annonce le grand retour de son Cessna C404 qui a passé quelques mois au centre de maintenance à Nairobi pour une remise à neuf totale. Tout cela dans le but de mieux servir et d'assurer la sécurité des voyageurs, précise la direction de la compagnie qui s'apprête en 2015 à ouvrir sa ligne Mayotte-Moroni-La Réunion-Maurice-Mayotte. Psychiatres, sociologues, pédopsychiatres, des professionnels réunis ce matin à la salle de cinéma Alpaggio pour un colloque intitulé « Être adolescent à Mayotte, quelle histoire, quel avenir ?» C'est un colloque qui dure 2 jours et qui va permettre de mettre en lumière les difficultés que rencontrent les adolescents. Les explications de Shakila Issouf. Une centaine de professionnels réunis autour d'une thématique, l'adolescence à Mayotte. Ils viennent de la Réunion, de la métropole et sont là pour débattre et entendre les expériences de tous, d'un banga à l'autre ou comment la République s'inspire de la tradition. Moana Hirimu, BA, dispositif de médiation ethnoclinique ou encore trans et construction identitaire chez les mineurs isolés étrangers. Les conférences sont multiples et les débats captivent l'Assemblée. Le but du colloque, c'est vraiment de pouvoir se poser au niveau de son travail pour pouvoir justement permettre les échanges. Là, vous voyez, il n'y a pas que des médecins, nous avons des psychologues, nous avons des travailleurs sociaux, le monde de l'éducation nationale qui est là, des personnes aussi, toutes personnes qui sont intéressées par cette problématique, qui sont venues, des étudiants, pour pouvoir réfléchir ensemble sur la problématique et comment aujourd'hui travailler ensemble pour pouvoir créer des espaces d'échange pour pouvoir améliorer nos dispositifs de travail. Ça fait quelques années, depuis 2005, on a tourné un certain nombre de courts-métrages pour la jeunesse et faits par des jeunes autour de l'alcool, autour du phénomène de J22, autour des grossesses précoces. Un certain nombre de sujets qui ont été traités par des jeunes, vus par les jeunes. Bien sûr, on a des adultes qui interviennent, des spécialistes qui parlent aussi dedans. Et l'objectif, c'est d'après les ramener sur la place publique et faire un débat dans nos différents villages. Tenter de définir le nouveau modèle maoré entre les différentes cultures en englobant traditions modernes qui s'ouvrent à eux, une jeunesse mahoraise qui se cherche dans une phase de l'adolescence difficile et incomplète. Les médecins en conférence livrent leur propre histoire pour apprendre à travers leur vécu à aider le jeune à trouver leur place dans leur communauté. Ethnopsychiatrie, c'est vraiment la discipline qui nous passionne, c'est-à-dire de soigner, d'interroger l'autre à partir de l'ethnos, c'est-à-dire de son origine, de sa culture, avant de poser un diagnostic, mais de tenir compte de l'histoire du sujet, de l'histoire de la langue, de la famille, du groupe. C'est ça l'ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie, c'est à partir des racines des uns et des autres, pour pouvoir mieux accompagner. La situation des jeunes mahorais nécessite un travail profond sur les familles, les rites de passage de la parentalité et la transmission de la culture et tradition de Mayotte qui constituent les racines du jeune mahorais. Des questions qui en 2 journées ne peuvent qu'être évoquées pour lancer les médecins dans un travail de recherche et de réflexion indéfini. Et je vous le disais donc en début de journal, j'ai avec moi 2 invités de choix. Avec eux, nous allons donc parler de l'adolescence. Être adolescent à Mayotte, quelle histoire, quel avenir. Madame, monsieur, merci d'avoir accepté de nous recevoir en plein milieu de ce colloque. Alors moi, j'ai envie de poser une première question, peut-être à vous, Saïd Ibrahim. Être adolescent à Mayotte, quelle histoire ? L'histoire de ces adolescents donc de Mayotte est une histoire à la fois très riche, passionnante, mais en même temps avec beaucoup de difficultés, parce qu'à la fois c'est une île, il y a des villages, il y a des quartiers, il y a des familles, il peuvent y avoir des ruptures, donc c'est tout un cheminement que nous appelons une marmite. Une marmite, c'est la manière dont l'enfant ou l'individu est fabriqué. Donc il est fabriqué à la fois par une langue mahoraise, mais en même temps la langue française. Donc à la fois, il y a aussi l'école coranique. Tous ces étapes, ces objets
font que son histoire est à la fois complexe, riche, mais aussi passionnante. Mariani Grima, vous êtes psychologue, vous êtes à La Réunion, vous les rencontrez, ces jeunes adolescents mahorais, vous les avez vus avant, vous les voyez aujourd'hui, qu'en pensez-vous ? Alors effectivement, donc moi j'exerce ma fonction à l'île de la Réunion et donc je suis amenée dans le centre de consultation où je travaille donc à rencontrer des jeunes adolescents en situation de migration, donc qui ont fait l'expérience de la migration, soit directement avec leurs parents, soit en étant nés dans le département de la Réunion et en grandissant donc en situation de migration. Aujourd'hui, la question de l'adolescence, c'est une question complexe, mais qui n'est pas complexe parce qu'elle est mahoraise. D'une manière générale, la question de l'adolescence est une problématique complexe. C'est vrai que dans le contexte de la migration, le facteur migration vient surajouter à la problématique de la vulnérabilité. Aujourd'hui, il y a plein d'adolescents que je ne vois pas en consultation qui vont très bien. Ceux que je vois en consultation montrent des difficultés d'adaptation, montrent des difficultés d'affiliation et d'appartenance à leur groupe, parce que la migration est venue mettre à mal leur repère identitaire, est venue un petit peu brouiller la marmite dont Saïd parlait tout à l'heure. Et du coup, ça ne va pas sans générer de désordre. Et ce désordre se donne à voir à travers un certain nombre de symptômes. Voilà. Alors c'est vrai que dans l'intitulé, il y a marqué quel avenir, quel avec S. Donc il y a plusieurs avenirs pour cet adolescent mahorais. Quels sont les différents chemins qu'il peut emprunter ? Je vous ai dit, le chemin que l'adolescent mahorais, en tout cas moi, celui que je rencontre en situation de migration, il peut emprunter le chemin de la normalité. Voilà, ça c'est tout à fait possible, quand bien même la période elle-même est compliquée. Par contre, c'est vrai que pour un certain nombre d'entre eux, ce chemin sera un peu plus compliqué et peut-être qu'il faudra faire des détours avant d'arriver justement à une adaptation à la société moderne. Et parfois, ces détours vont ramener justement à la tradition. Alors c'est vrai qu'autour de ces débats, il y a également cette question qui est soulevée, à savoir que Mayotte est un jeune département, un adolescent. On pourrait utiliser cette figure de style. Mayotte est un adolescent. Comment un adolescent lui-même peut évoluer dans une île qui elle-même est toute jeune ? Ouais, moi je pense que l'évolution de ces adolescents doit passer, je pense, par les parents. Donc les professionnels doivent accueillir leurs parents. Déjà travailler avec les parents, tenir compte de l'histoire et des parcours des parents pour permettre à ces adolescents justement d'être portés, enveloppés par les parents. Et si les parents aussi ont des difficultés, il faut aussi les soutenir, les parents, parce qu'un adolescent qui va mal, c'est aussi des parents qui vont aussi mal. Donc il faut soutenir à la fois tout un groupe de la famille, du lignage, qui font que même les morts en fait, souvent des grands-parents, des grands-mères qui sont décédés. Il faut de temps en temps essayer, comme un endroit comme ici, évoquer toute cette histoire de l'adolescent. Et l'histoire ne commence pas aujourd'hui. C'est l'histoire qui commence depuis les ancêtres. Donc pensez à soutenir les parents pour que les adolescents aussi soient portés à la fois par les logiques d'appartenance, mais aussi par les logiques du pays d'accueil ou les mouvements que vous évoquez tout à l'heure, la jeunesse, l'évolution de cette île et puis aussi, je dirais, de la famille. Quand on voit aujourd'hui les adolescents mahorais, on ne va pas se mentir, c'est fait de violence, de délinquance. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une conséquence directe de ce manque de repères, de ce manque d'accompagnement, de tout ce qu'on évoque autour de l'adolescent pendant ce colloque. Je crois que ce qu'il faut effectivement prendre en compte, c'est le contexte récent de la départementalisation qui est venu mettre à mal un certain nombre de repères, notamment dans l'espace du rituel, avec, on sait aujourd'hui, la quasi-disparition des bangas, qui était vraiment le moment de l'adolescence à Mayotte, le passage par le banga pour les garçons. Et justement, moi, je m'interroge sur l'impact de cette disparition sur le développement, bien qu'il y ait plusieurs facteurs, sur le développement de la délinquance et notamment de la délinquance juvénile sexuelle. Voilà.
Donc moi je viens m'interroger sur la mise à mal d'un certain nombre de rituels, de rites de passage tels que fonctionnait le Banga, et justement la disparition, quel impact ça peut avoir sur l'adolescence et ses déviances. Voilà. Alors c'est vrai que vous êtes mes invités, mais il faut savoir que pendant ce colloque, eh bien, il y a énormément de spécialistes, de chercheurs, beaucoup de monde derrière moi. Vous ne pouvez pas le voir, en tout cas, voilà, vous l'avez vu pendant le reportage. Quelle finalement est la réflexion qui revient le plus autour de l'adolescent mahorais? Selon vous, qu'est-ce qui est une évidence pour tous les chercheurs, pour tous les spécialistes qui sont rassemblés aujourd'hui? Alors, ce qui revient souvent, c'est la question autour des langues, en fait. Parce qu'on nous dit souvent, et quelle langue ils vont parler? Il y a la langue mahoraise, mais il y a aussi la langue française, déjà ces deux langues. Mais il y a aussi la langue de l'école coranique. Donc déjà, comment... Et le shibushi aussi. Oui, le shibushi aussi. Comment traduire en fait ces langues? Et je pense que pour aider ces adolescents, ça nous engage, nous, les professionnels, à traduire en fait les différentes langues, avec les logiques des langues. Et comme disait Mariannick, sur la question des rituels, des rites, des passages, ça demande une traduction. Parce que sinon, comment voulez-vous que les adolescents passent des mondes de la langue de la famille, de la langue de Chioni, de la langue de la place du village, de la langue de l'école? Tout ça, ça crée un mélange, mais en même temps, c'est une richesse. D'où l'intérêt de les accompagner dans cette richesse de métissage, justement. Qu'est-ce qui va devenir de toute cette réflexion, de toute cette matière, de tous ces échanges qui vont se dérouler ici à la salle de cinéma Alpaggio pendant 2 jours? Je pense que des perspectives de travail pour les professionnels, à la fois dans la clinique au quotidien et aussi dans la recherche. Voilà, je pense que la dimension clinique et la dimension recherche sont des dimensions complémentaires qui vont permettre justement d'étayer une réflexion sur cette problématique de l'adolescence dans le contexte mahorais. Mariannick Grima, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à Saïd Ibrahim. On rappelle donc que vous êtes psychologue, pédopsychiatre et que vous participez donc à ce colloque qui durera 2 jours ici à la salle de cinéma Alpaggio. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Perrine, suivi du journal en mahorais et puis du temps de parole. Excellent week-end à toutes et à tous. N'oubliez pas les rendez-vous de l'actu d'Amina Riti à 19h samedi et dimanche. Nous on se retrouve lundi pour un nouveau journal Kwaheri.